Steve Nadjar. Élie Beressi, bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes politiste diplômé de Sciences Po et vous avez commenté à plusieurs reprises dans les médias ces derniers mois la réforme judiciaire portée par le gouvernement de Benyamin Netanyahou. Hier, la Cour suprême israélienne a annulé l'une des clauses les plus importantes, les plus emblématiques en tout cas de cette réforme, la clause dite de raisonnabilité, la suppression de la clause dite de raisonnabilité. Que prévoyait Élie Beressi cette disposition et pourquoi vous paraissait-elle dangereuse pour les fondements démocratiques de l'État hébreu? Alors, en fait, je pense qu'il faut d'abord revenir sur ce qu'est la clause de raisonnabilité. Oui. Ça prend sa source dans deux sources juridiques qui nourrissent le droit israélien, à savoir le droit coutumier juif, la halacha, qui est un principe de derech haaretz, les coutumes de la terre, qui insiste sur la rationalité et l'équité des décisions judiciaires. Et le deuxième, c'est la common law britannique. Qui est hérité de la période du mandat britannique. Et donc avant 48. Oui, c'est ça. Et donc en fait ce principe considère que les juges ont droit dans leur capacité de juge administratif, parce que le Bagat, la Cour suprême israélienne, fait aussi office de cour administrative, de passer en revue et d'analyser les procédures et motifs des décisions de l'exécutif israélien et de la bureaucratie israélienne, et de vérifier que cette procédure et les procédures ont été respectées et que les motifs sont raisonnables. Sur l'ensemble des sujets? Sur l'ensemble des sujets, oui. C'est le principe d'une cour administrative. Et donc, le principe de la réforme Levin-Rothman en général, donc la réforme judiciaire, était en fait d'offrir des coudées plus larges à l'exécutif israélien, en notamment allégeant la supervision de la Cour suprême. Et donc là, c'est le troisième amendement de la réforme Levin-Rothman, voulait tout simplement supprimer le principe de raisonnabilité. Donc la Cour suprême n'aurait plus eu à discuter des décisions prises par l'exécutif ou n'importe quel élu ou personnel agissant sous l'autorité d'un élu. Donc en fait, il n'y avait plus de possibilité d'appel pour une décision du gouvernement israélien une fois que cette décision a été actée. Donc ça pose évidemment le risque de prise de décision discrétionnaire. Or, dans un état de droit, la transparence dans la prise des décisions et la capacité à les contester font partie des critères fondamentaux en fait pour assurer un environnement où les citoyens ne sont pas livrés à l'arbitraire de l'État. Dans quelle mesure, pour essayer d'expliciter et d'aider nos auditeurs, dans quelle mesure ça répond, ou plutôt ça se prête à une comparaison, par exemple, avec le système français, par exemple, avec le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel? Est-ce qu'on peut faire des comparaisons? On est vraiment dans un système qui est complètement différent dans la manière de superviser les lois votées par la Chambre, ou les chambres parlementaires. Alors, je connais moins bien le système français, donc je suis pas forcément plus à même d'offrir une comparaison pertinente. Je peux vous dire que le système français, en fait, est sur plein de points complètement différents du système israélien. On a le Conseil d'État, qui n'est pas un tribunal à proprement parler. On a la Cour d'appel, la Cour administrative. Donc déjà, en fait, les éléments qui sont réunis dans le Bagat sont séparés en France. En France, par ailleurs, on a un système bicaméral, théoriquement tricaméral avec le Conseil économique et social. On a le Sénat et l'Assemblée nationale. Il y a une navette parlementaire. Donc, tous ces éléments-là font qu'en fait, en France, on a une division des tâches et un équilibre des pouvoirs qui, en Israël, est beaucoup plus embryonnaire, avec un seul parlement et une seule instance, le Bagat, qui fait office de Cour suprême de justice, de Cour d'appel pour les cas pénaux et de Cour administrative. Cette réforme donnait tous les pouvoirs finalement au gouvernement, qui étaient consultés, qu'on constituait à partir des élus majoritaires à la Knesset? Alors, évidemment, on peut toujours nuancer, parce qu'il y a tout de même encore des procédures qui existent après la réforme, etc. Mais globalement, en fait, on peut considérer que cette réforme est une réforme qui assure la suprématie de la Knesset, avec l'idée que la majorité simple réunie au Parlement dispose de la capacité à légiférer sur absolument tous les sujets. Et donc, en fait, ça enlève un certain nombre de garde-fous parce que cette majorité simple peut s'arroger tout un tas de pouvoirs
qui pourrait potentiellement complètement altérer les conditions dans lesquelles une alternance politique saine se fait en démocratie. Normalement, la démocratie considère que toute majorité est nécessairement temporaire et que la volonté populaire est changeante et n'est pas unanime. Et par conséquent, une démocratie normale va en fait conserver des espaces politiques où la minorité et l'opposition puissent continuer à s'exprimer librement. Donc à vos yeux, si la réforme avait prévu qu'une telle loi prévoit que la majorité ne soit pas simple mais qualifiée, est-ce que cette réforme aurait été plus acceptable du point de vue du droit et des équilibres de pouvoir? Oui, et d'ailleurs c'est ce que dit le juge de la Cour suprême Noam Solberg, et un autre juge, Yahel Kacher. Ces gens considèrent que, en fait, indépendamment du fond de la réforme, vis-à-vis duquel ils ont des avis divergents, une réforme constitutionnelle doit faire l'objet d'un consensus. Or, ce consensus-là n'est pas réuni. Donc, en réalité, si on avait eu un consensus entre l'opposition et la coalition sur des points à réformer, il n'y aurait pas eu de souci à l'origine. L'ancienne présidente de la Cour suprême, Esther Hayout, parle de constitution évolutive. Et elle a mis en avant le fait que, indépendamment des éléments du fond de la réforme, en fait, tout changement de cap de cette constitution évolutive doit faire l'objet d'un consensus. Parce qu'il s'agit en fait des règles collectives qui organisent la vie politique indépendamment de la gestion des affaires courantes. Donc, si on change les règles collectives qui assurent le cadre dans lequel on gouverne et le cadre de l'alternance politique, il faut que tous les partis, y compris ceux qui pour l'instant ne sont pas au pouvoir, soient d'accord. En fait, voilà, c'est pour s'assurer en fait qu'aucun parti, aucun segment de la vie politique se retrouve définitivement exclu du jeu politique. Élie Biéressi, le professeur de droit Claude Klein était sur notre antenne tout à l'heure et il a expliqué que cette décision venait compléter la révolution juridique de 1995. Est-ce que c'est également votre avis ? Claude Klein est beaucoup plus compétent que moi sur toutes ces questions, donc ce serait malvenu de ma part de le contredire. Peut-être, oui, non, si, je pense qu'on peut dire ça. En tout cas, elle s'inscrit dans l'héritage du jugement d'Aaron Barak à l'époque, en 92. Et disons que plus qu'un complément, ça vient s'inscrire dans la conservation des acquis du droit en Israël depuis 75 ans. Est-ce que ça remet complètement en cause cette réforme portée par le gouvernement Netanyahou ? En tout cas, ça vient finalement accomplir la prophétie de Yariv Levin. En mars, il avait dit que... Le ministre de la Justice. Oui, et donc l'un des principaux artisans de cette réforme. En mars, il avait déjà annoncé qu'il y aurait un conflit entre le gouvernement et la Cour suprême si la Cour suprême franchissait la, je cite, ligne rouge de censurer l'un ou l'autre des articles de cette réforme. Donc là, ça n'est pas terminé. C'est pas terminé. Et le problème, c'est qu'en l'absence de constitution écrite israélienne claire, on a un conflit de compétences grave entre la Knesset et la Cour suprême. Et il n'y a pas de réponse claire, en fait, sur qui va avoir le dernier mot. Donc, là, on est dans ce qu'on peut considérer comme une crise de régime. Merci beaucoup, Élie Biéressi, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes politiste. À très bientôt sur Radio J. Bon après-midi. Merci.